Mon nom est Marie-Pascale Sassine, je suis chef de l'unité scientifique en santé au travail à l'INSPQ. J'aime beaucoup l'image de la tornade qui s'est abattue sur nos programmations et nos activités de santé publique depuis février dernier. J'ai l'impression, le sentiment que cette tornade a bousculé toutes nos façons de faire et notre rythme de travail. Depuis ce temps, plusieurs d'entre nous, pour ne pas dire toute la santé publique, a mis les bouchées doubles et même triples. De nouvelles connaissances font surface. Nous avons besoin, comme réseau de santé publique, d'un moment pour partager ces nouvelles connaissances. Alors, c'est pour cette raison que le groupe scientifique du GTSAT COVID a lancé une série de webinaires, vous propose une série de webinaires dans le cadre d'une démarche professionnelle continue. Donc, voilà le premier webinaire proposé pour cette série. Prochaine diapo. Alors, bienvenue. Il y aura donc plusieurs autres webinaires qui sont prévus. Le programme de la série pourra être dévoilé sous peu. On est en train de constituer le programme. Le groupe scientifique se met à l'œuvre. Alors, prochaine diapo, vous allez voir, c'est une diapo qui est quand même assez importante. Vous allez trouver les membres du comité scientifique et organisateur de la série de webinaires. Alors, vous voyez que c'est un comité scientifique multidisciplinaire. On s'est assuré d'avoir plusieurs personnes représentant les acteurs du réseau de santé publique en santé au travail. Évidemment, il y aura peut-être lieu, par exemple, d'ajouter un ergonome. Donc, ce n'est pas un comité fermé. On lance le premier webinaire, on pourra s'ajuster par la suite. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces personnes, l'ensemble du comité organisateur et scientifique, ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt, c'est ce qu'on voyait dans la diapo plus tôt, et que l'ensemble de l'initiative, l'ensemble de la série respecte le cadre d'éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins. Prochaine diapo. Alors, revenons à notre activité de cet après-midi. Une activité qui va traiter de l'efficacité des méthodes barrières contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels. C'est une revue systématique avec méta-analyse. Pour animer l'ensemble de l'activité, on a le plaisir d'accueillir Dr Mylène Trottier qui va vous accompagner tout au long de la rencontre. Alors, je vous la présente. Mylène Trottier est donc spécialiste en médecine du travail. Elle a une maîtrise en hygiène du travail de l'Université de Montréal et médecin conseil au sein de l'unité scientifique de santé au travail à l'INSPQ depuis sa création. Elle est là en tant que membre donc, de l'unité de santé au travail, mais elle a travaillé principalement sur les dossiers maternité et travail, mais aussi sur la surdité, les conséquences et l'exposition au bruit en milieu de travail. Alors, Mylène va vous accompagner tout au long de la rencontre. Je lui laisse la suite. Je vous reviens à la fin de la rencontre pour le mot de clôture. Alors, je vous souhaite une belle rencontre et une belle après-midi. Alors, bonjour tout le monde. Merci Marie-Pascale et merci à tout le monde qui assiste à cette présentation. Donc, efficacité des méthodes barrières contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnel, revue systématique avec méta-analyse. On va voir que ce projet a été tout de même assez d'envergure et que l'analyse de la littérature dépasse souvent ses frontières et amène à d'autres activités qui seront présentées ici. Prochaine diapositive. Alors, je vous présente les personnes qui vont être avec vous et vous présenter le document dont certains d'entre vous ont probablement déjà fait la lecture, mais je pense que ça s'imposait d'avoir une séance où vous pouvez poser des questions aux auteurs. Donc, Dr. Charles-Antoine Gay, qui est médecin résident, il est rattaché au CIS de la Montérégie-Centre et candidat comme clinicien-chercheur à l'Université de Sherbrooke et candidat au doctorat à l'Université Laval. Dr. Elisabeth Lajoie, qui a été la responsable scientifique du comité documentation mesures barrières
qui est médecin spécialiste, détentrice d'une maîtrise. Elle est membre du Collège royal du Canada. Elle est au CIS de la Montérégie Centre et professeure d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Et troisièmement, Dr. Véronique Derry, qui est médecin, également membre du Collège royal du Canada. Elle est chef scientifique à la qualité à l'INSPQ et présidente du CCIR, le Comité consultatif d'interprétation des résultats, dont on entendra un peu parler durant la présentation. Elle est également professeure agrégée à l'Université Sherbrooke et professeure adjointe à l'Université de Montréal. Prochaine. Alors, un peu comme le comité scientifique qui a mis sur pied cette activité, qui sera d'ailleurs suivie par d'autres, les membres ici, les présentateurs plutôt, déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt. Je pourrais dire que les auteurs également avaient eu à déclarer leurs intérêts potentiels et n'en avaient aucun conflit non plus. Mais l'accréditation des formations nous exige de la part des présentateurs de se manifester ici pour que ce soit clair devant les gens qui participent à la présentation. Donc, l'objectif général de la présentation, c'est qu'on aimerait qu'au terme de cette activité de formation, les médecins et les professionnels en santé publique disposeront des arguments nécessaires, éclairés par des connaissances et opinions d'experts les plus récentes, pour orienter l'utilisation de méthodes barrières contre la COVID-19 dans les environnements de travail. Alors, ça s'applique, les personnes visées sont notamment les professionnels en maladies infectieuses et les professionnels du réseau de la santé publique en santé au travail. Prochaine. Simplement, déroulement général. En fait, les présentateurs vont à tour de rôle se passer le micro. On demande aux gens, évidemment, qui participent dans la salle d'éteindre micro et caméra. Il y a un chat. Alors, au milieu de votre écran en bas, il y a un endroit où c'est indiqué « Converser ». Vous pouvez poser des questions qui seront lues à la fin. On aura 15 minutes d'interaction. Également, vous aurez l'occasion de lever la main à la fin de la séance, mais à la toute fin des trois, c'est-à-dire des présentations qui sont morcelées quand même en 4 ou 5 blocs de la part de nos 3 présentateurs. Pour ce qui est de l'évaluation de l'activité puis l'obtention des attestations et crédits, on a travaillé fort pour avoir les crédits de formation et on l'aura aussi pour les prochaines activités. Mais ce que je dois dire, c'est que vous recevrez un lien pour évaluer l'activité et à l'issue de cette évaluation-là, qui est de type sondage sur Voxco, vous obtiendrez un nouveau lien qui va vous permettre d'obtenir soit les attestations de présence ou les crédits de formation. Et évidemment, il y aura il y a une mécanique qui sera transparente là, pour les médecins ou les infirmières qui doivent payer ces crédits. Un dernier mot, la conférence sera enregistrée pour pouvoir être présentée en mode asynchrone. Si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister ou si vous avez tellement aimé la conférence que vous voulez la revoir, vous aurez l'occasion. Évidemment, il n'y aura pas de crédit pour ceux qui assisteront en mode asynchrone parce qu'on ne pourrait pas avoir l'interactivité, mais tout de même, c'est une belle occasion là, de revoir ou de voir pour une première fois cette présentation. Suivante, s'il vous plaît. Alors, je passe maintenant le micro à Elisabeth qui va vous faire état des objectifs spécifiques de la présentation et qui va entamer l'ensemble de la présentation. Merci, Elisabeth. Merci, Mylène. Juste me faire signe si le son est toujours bon. Parfait. Très bon. Alors, merci à tous. Bienvenue à ce premier webinaire de la série annoncée. Donc, à la fin de notre présentation d'aujourd'hui, les participants, donc vous pourrez, à partir de l'exemple présenté, décrire à la fois l'utilité et les étapes d'une revue systématique de la littérature scientifique, également l'utilité d'une méta-analyse.
comme deuxième objectif spécifique, vous pourrez déterminer, selon les connaissances actuelles, l'efficacité des méthodes dites barrières, comme le masque chirurgical, le couvre-visage ou la protection oculaire, pour protéger de la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels. Et enfin, décrire les grandes lignes d'une démarche qualité dans l'élaboration de connaissances et sa valeur ajoutée dans l'interprétation des résultats. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous fait patienter juste pour vous faire réfléchir un tout petit peu. On a trois questions de vrai ou faux. Alors, selon vous, on ne vous donnera pas les réponses tout de suite. Vous allez les obtenir au cours de la présentation et on pourra vous les redonner à la toute fin. Donc, selon vous, un avantage de la revue systématique par rapport à la revue narrative est qu'elle est reproductible. Est-ce vrai ou faux? Deuxième question. La différence entre la revue systématique et la méta-analyse est que cette dernière permet de regrouper les résultats de plus d'une étude. Vrai ou faux? Enfin, la qualité de la preuve est insuffisante quant à l'efficacité du couvre-visage, donc il est inefficace. Vrai ou faux? Parfait. Alors, voici maintenant le plan de la présentation. Je vais revenir rapidement sur le contexte d'élaboration, de mise sur pied en fait de notre groupe et des travaux, ainsi que sur les objectifs des travaux. Ensuite, nous allons vous présenter la méthodologie avec une particularité qui était l'ajout d'une démarche qualité. Ensuite, nous vous présenterons les résultats. Nous allons revenir sur les grands constats et la conclusion. Alors, pour le contexte et les objectifs de l'étude. Il faut se rapporter en avril 2020. Pourquoi s'intéresser, dans le fond, à l'efficacité des méthodes barrières? En avril 2020, c'est là où les travaux ont pris forme. On se souvient qu'il y avait alors un souhait de déconfinement graduel, ce qui a entraîné plusieurs questionnements, certaines difficultés logistiques de la part des entreprises de tout type de secteur d'activité. Bien sûr, les activités devaient reprendre selon différents secteurs à des moments différents, mais les questionnements commençaient à survenir de plus en plus. On notait aussi des recommandations qui pouvaient diverger d'une organisation à l'autre à l'international, considérant les mesures de prévention et en particulier les équipements de protection individuelle. On avait aussi des questionnements qui commençaient à poindre sur l'usage ou l'utilisation du masque en communauté. Et pour notre part, les membres du groupe, on se questionnait aussi à savoir est-ce qu'il est possible de documenter davantage l'efficacité réelle ou en contexte réel de tâches de travail ou l'effectiveness, que ce soit des tâches de travail ou en contexte réel en milieu communautaire ou domiciliaire, par rapport à l'efficacité théorique que l'on peut connaître, mais qui n'a pas nécessairement fait ses preuves à l'usage. Et au moment d'établir les travaux, l'objectif principal que l'on s'est donné, c'est vraiment de dresser un état des connaissances sur l'efficacité des méthodes dites barrières, comme le masque chirurgical ou de procédure, le couvre-visage ou masque artisanal, ou encore la protection oculaire, pour protéger de la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels. Par méthode barrière, on entendait tout équipement qui fait écran pour protéger les muqueuses du nez, des yeux ou de la bouche contre la projection de gouttelettes et sécrétions respiratoires lorsqu'une personne tousse, parle ou éternue. Mais les méthodes barrières dans notre revue ne correspondent pas ou ne répondent pas aux critères d'un appareil de protection respiratoire à proprement parler qui, lorsqu'il est bien ajusté, protège efficacement les voies respiratoires et les poumons des aérosols, même de très petite taille, qui peuvent se retrouver dans l'air.
Et on souhaitait donc regarder tout ça dans le contexte des environnements de travail et personnel en prenant soin de distinguer le contexte et aussi, je vais revenir là, sur la notion de contexte avec un peu plus de précision, et aussi vérifier si la méthode barrière était utilisée par la personne saine ou encore la personne malade. Ce qui était très clair dès le départ qu'il est resté tout du long des travaux, l'objectif n'était pas pour notre groupe d'émettre des recommandations, mais bien d'apporter les données de la façon la plus objective possible, de documenter vraiment l'état de la science pour ensuite transmettre ces informations aux différents groupes qui émettent des recommandations et aux décideurs. Pour revenir sur le contexte d'exposition qui, vous allez voir, revient là, tout au long de la présentation, on en a documenté quatre catégories de contexte. Donc, le contexte hospitalier ou de soins, celui des autres milieux de travail, le contexte domiciliaire ou encore le contexte communautaire. Du côté hospitalier ou de soins, c'est quand même important de préciser qu'il n'a pas été possible de stratifier le risque selon le département ou encore le type de tâche ou de travailleur. On a souhaité le faire, mais les données ne permettaient pas d'aller jusqu'à ce niveau de précision. Donc, de le garder en tête lorsqu'on va vous rapporter les résultats qui doivent être vus vraiment globalement pour l'ensemble des tâches en contexte hospitalier ou de soins. On a pu regarder par contre la situation pour les travailleurs, donc comme travailleurs, mais aussi si la méthode barrière pouvait être portée par les patients en contact avec les travailleurs de la santé. Donc, on pouvait regarder ces deux angles différents. Du côté domiciliaire, on avait des études qui portaient sur les ménages privés, des résidences universitaires, en fait, tout milieu de vie privée, mais autres que ceux du secteur de la santé. Et par contexte communautaire, on fait référence aux rassemblements à l'extérieur du domicile, aux activités de loisirs ou encore les activités de tous les jours comme faire les emplettes, par exemple. Pour la suite de la présentation, je passe maintenant le micro à Charles-Antoine Guay. Oui, merci beaucoup, Dr. Lajoie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, le son est bon. Parfait. Donc, avec ces objectifs là, un peu ambitieux en tête, on a décidé, là, comme on l'a mentionné dans le titre, là, de faire une revue systématique de la littérature avec méta-analyse. Mais qu'est-ce que c'est une revue systématique, là? En fait, ça le dit un peu dans le nom. C'est une façon systématique de faire le tour de la littérature sur une question de recherche précise. Qu'est-ce que ça comporte? En fait, ça utilise là, une méthodologie qui va être rigoureuse d'une part, mais également reproductible. Tout ça dans l'objectif de réduire au maximum les possibilités de biais. Mais en contrepartie, à cause de sa façon là, rigoureuse de procéder, ben, ça nécessite là, une certaine expertise, mais également là, davantage de ressources, comme il y a plusieurs étapes qui doivent être faites là, par plusieurs auteurs de façon indépendante. Puis, ça peut également prendre plus de temps avant là, de pouvoir réaliser une revue systématique. On met un peu en opposition la revue systématique avec ce qu'on est un peu plus familier, là, la revue narrative. Une revue narrative, c'est une façon de procéder qui est un peu plus descriptif pour faire le tour là, de la littérature sur une question de recherche. Donc, ça se concentre souvent sur quelques études clés qui font en sorte qu'on peut être un peu plus là, sujet aux a priori de l'auteur qui réalise la revue narrative et donc qui est plus à risque là, de biais de sélection. Quelles sont les caractéristiques clés d'une revue systématique maintenant? En fait, comme mentionné, là, ça commence d'abord par une question de recherche qui est claire, qui est définie avant de commencer la revue. Ça va se reposer également là, sur une stratégie de recherche qui est construite de façon systématique afin d'identifier l'ensemble des études qui ont été publiées et non publiées sur notre question de recherche. Puis il va aussi avoir une sélection de ces études qui vont être faites à partir de critères de sélection qui doivent être définis a priori. Et également, là, il y a une évaluation de la validité, de la qualité méthodologique là, des études qu'on identifie. Puis,
une caractéristique clé, c'est qu'il y a une façon systématique d'extraire les informations des différentes études et également dans notre façon de rapporter les résultats. On peut voir un peu l'ensemble des types de revues de la littérature possible comme un continuum. D'une part, on a les revues narratives qui sont peut-être un peu plus à risque de biais, mais qui sont plus rapides à réaliser et parfois qui peuvent être dans une forme plus rapidement utilisable. À l'autre bout du spectre, on a plutôt les revues systématiques, comme mentionné, qui réduisent au maximum les risques de biais, mais qui sont plus fastidieuses à réaliser, qui demandent plus de ressources et plus de temps. Et entre les deux, on a tout ce qui est du spectre des revues rapides, qui ne sont pas encore là, entièrement bien définies, mais qui peuvent être vues un peu comme soit des revues systématiques où on a fait certaines étapes en accéléré, ou encore comme des revues narratives à laquelle on a ajouté des étapes de la revue systématique. Donc, c'est un peu une certaine forme d'hybride entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ce type de revues-là a leur utilité, a leur place. Il faut comprendre les forces et les faiblesses de chacune et être conscient là, des forces et des limites des choix méthodologiques qu'on fait, peu importe le type de revue qu'on utilise. Puis dans le contexte qui nous intéressait, pourquoi on a décidé d'y aller avec une revue systématique, c'est qu'en fait, avec les revues narratives là, à ce moment, en avril dernier, là, qui étaient disponibles, on n'était toujours pas capable de trancher, d'obtenir un consensus sur la question de recherche qui nous intéressait. Donc, c'est là que la revue systématique devenait utile. Maintenant, qu'est-ce qu'une méta-analyse? En fait, c'est une méthode statistique ou plutôt des méthodes statistiques. Parce que la méthode qu'on va vous présenter, qu'on a utilisée là, pour notre étude, c'est une des façons de faire une méta-analyse, mais il ne faudrait pas partir d'ici en pensant que c'est la seule façon de faire. Mais donc, c'est des méthodes statistiques qui nous permettent là, de faire la synthèse chiffrée de l'ensemble des mesures d'effet qui ont été observées dans les études là, retenues par la revue systématique. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient combiner ensemble chacun des sujets dans les études individuelles, ce qui nous permet d'augmenter la précision là, de notre estimé d'effet. Et également, ça nous facilite notre capacité à explorer les sources d'hétérogénéité entre les différentes études. Une autre caractéristique à retenir des méta-analyses, c'est que la validité d'une méta-analyse dépend de la qualité de la revue systématique qu'on a faite au préalable. Donc, si on n'a pas été en mesure d'identifier l'ensemble des études publiées, non publiées sur un sujet, si on n'a pas fait une bonne évaluation de la qualité des études retenues, bien, ça se peut très bien là, que notre méta-analyse nous donne des résultats qui sont erronés. Donc, avec un peu ce souci en tête là, de suivre les bonnes pratiques, on a construit notre méthode à partir des lignes directrices là, du Cochrane Handbook for Systematic Reviews, qui consistait là, grosso modo en 5 étapes. D'abord, il y avait une recherche bibliographique qui a été construite avec l'aide d'une bibliothécaire de l'INSPQ. On a lancé cette stratégie de recherche dans 2 bases de données, Ovid Medline et Ovid Embase, de leur création jusqu'au 11 mai 2000. Ensuite, il y a eu une sélection des études pertinentes par 2 auteurs là, indépendants et à l'aveugle, en fonction des critères là, de sélection qu'on avait définis a priori. Entre autres, on se rappelle, on était en avril 2020 quand on a commencé les travaux. À ce moment-là, on se doutait bien que ça serait difficile d'obtenir beaucoup d'études spécifiques à la COVID-19, comme ça consistait encore à ce moment-là, là, un virus émergent. Ça pourrait être encore considéré comme un virus émergent encore aujourd'hui. Donc, après discussion là, entre nous, entre l'équipe de chercheurs, on a décidé d'élargir notre stratégie de recherche pour inclure d'autres pathogènes respiratoires qu'on considérait là, similaires à la COVID-19 par leur mode de transmission et également leur potentiel là, de fardeau à la santé. Puis on s'est également assuré que les virus qu'on retenait dans notre stratégie de recherche, c'était des choix qui avaient déjà été faits par d'autres équipes de chercheurs à l'international pour étudier là, différents aspects de la dynamique de transmission de la COVID-19, dont les mesures de prévention. Après ça, on a fait une évaluation de la qualité méthodologique des études qu'on nous avions sélectionnées. Je passe vite ici, on va y revenir. Là. Il y avait une petite particularité
dans le contexte de notre étude. Et comme mentionné, là, comme les bonnes lignes directrices, on a fait une extraction des données de façon systématique, ainsi qu'une analyse systématique là, des résultats des études de qualité jugées suffisantes. Puis à ce moment-là, on a également inclus là, 2 méta-analyses d'essais cliniques randomisés. Finalement, on a fait une évaluation de la qualité de la preuve à partir de critères qu'on avait définis a priori. Et autre élément particulier, que nous allons le présenter plus en détail tout à l'heure, il y a eu une démarche qualité qu'on serait capable de qualifier là, unique pour cette revue en particulier. Donc, comme promis, on revient sur l'évaluation de la qualité méthodologique des études individuelles. En fait, la particularité de notre revue, c'est qu'on ne souhaitait pas se limiter à un seul devis. Ce que j'entends par un seul devis, c'est qu'on ne voulait pas utiliser uniquement l'information provenant d'essais cliniques randomisés ou uniquement de l'information provenant d'études observationnelles ou d'autres devis d'études. Dans ce contexte-là, on se retrouvait dans une situation où on n'avait pas un seul outil qui nous permettrait là, de faire l'évaluation standardisée pour chacun des devis. Donc, on a dû construire notre propre outil à partir d'outils existants, donc comme le Canadian Task Force for Public Health Grading System, le Newcastle Ottawa Scale, l'échelle de grade, ou même une grille qui avait déjà été conçue par une équipe de chercheurs à l'UNSPQ, ce qui nous permettait d'avoir cette flexibilité là, dans l'évaluation des différents devis d'études. Donc, grosso modo, ça représentait 14 questions sur un score total de 20 points. Chacune des questions était séparée en 5 catégories. Donc, il y avait des questions sur la question de recherche, le devis d'études, les différents risques de biais, donc confusion, sélection, information, la durée de suivi et les analyses statistiques. En fonction des scores obtenus pour chaque question, ça donnait un score total sur 20. Et en fonction du score total, les études étaient reclassées en 5 catégories, donc d'une qualité méthodologique très faible à très élevée. Et comme vous voyez sur la diapositive, là, seules les études de qualité méthodologique modérée à très élevée étaient retenues pour les analyses. Autre petite particularité, c'est qu'on s'intéressait à plusieurs méthodes barrières dans différents contextes, mais on se retrouvait aussi dans un scénario, dans une situation où il y avait plusieurs comparateurs possibles. Donc, dans le contexte où on faisait face à une comparaison d'une méthode barrière à l'absence d'une méthode barrière, pour juger de l'efficacité, on a décidé à ce moment-là d'utiliser un cadre d'évaluation plus classique de la supériorité. Pourquoi je dis plus classique? C'est c'est le cadre auquel on est habitué du fait qu'on jugeait que la méthode barrière était efficace si l'intervalle de confiance était entièrement là, ne recouvrait entièrement pas la valeur nulle. Donc, par exemple, un risque relatif, la valeur nulle serait à 1. Ensuite, après avoir porté un jugement sur l'efficacité, on porte un jugement sur l'ampleur de l'effet. À partir, vous voyez l'échelle. L'échelle a été déterminée à partir de ce qu'on jugeait comme cliniquement significatif, puis également à partir de ce qui était publié à ce moment-là dans la littérature. Où ça devenait un peu plus complexe, c'est dans le scénario où on avait une comparaison d'une méthode barrière à une méthode de protection qu'on pouvait juger de référence. Exemple de ce scénario-là, c'est lorsqu'on avait une comparaison masse chirurgicale à un appareil de protection respiratoire de type N95, par exemple. Comme Dr. Lajoie vous a mentionné tout à l'heure, il y avait des raisons théoriques de croire que le N95 pouvait être plus efficace en raison de sa conception faite pour offrir une protection là, contre les bioaérosols respirables, puisque le masque chirurgical n'a pas été conçu pour. Donc, dans ce contexte-là, on a dû déterminer un seuil de non-infériorité qu'on appelle, donc un seuil qu'on jugeait que la différence n'était pas cliniquement significative. Le seuil retenu était un risque relatif à 1,15, qui représentait un excès d'une infection par 100 personnes exposées. Maintenant, pour ce qui est des méta-analyses, en fait, on s'était gardé la possibilité de faire des méta-analyses d'essais cliniques randomisés à partir des études qu'on jugeait suffisamment homogènes. Qu'est-ce qu'on entend par suffisamment homogène? C'est qu'il fallait que l'étude porte sur la même méthode barrière, dans un même contexte d'exposition et également contre le même comparateur. On a donc été en mesure de faire 2 méta-analyses, une en contexte domiciliaire qui comparait le masque chirurgical à l'absence de masque,
et une dans le contexte hospitalier ou de soins qui comparait le match chirurgical à l'APR de type N95. Puis pour chacune des méta-analyses, il y avait 2 issues de santé à l'étude. Donc, une première issue qui était davantage spécifique, soit les cas confirmés en laboratoire, et une deuxième issue, une issue secondaire qui était qui était moins spécifique, donc les cas cliniques. Et la définition qu'on retenait pour les cas cliniques, c'était celle du syndrome d'allure vitale, pour avoir un caractère objectif là, à la définition. Donc, il devait y avoir une prise de température plus au moins un symptôme respiratoire. Ensuite de ça, là, dans les méta-analyses, on a essayé d'explorer les raisons pourquoi l'effet pourrait être différent dans certaines circonstances avec des analyses de sous-groupes. On avait prévu, là, a priori, 3 analyses de sous-groupes. Une première selon le type de protection, donc ce que le Dr. Lajoie vous a présenté, à savoir si c'était la personne saine qui portait l'équipement comme protection individuelle, si c'était la personne malade qui portait l'équipement comme contrôle à la source, ou si c'était les deux à la fois. Il y avait également une analyse de sous-groupe selon la durée de suivi, donc plus ou moins de 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? C'était pour tenir compte de la période d'incubation maximale et de la période de contagiosité maximale de l'influenza. Parce que c'était l'influenza qui était le virus à l'étude dans les méta-analyses. Et on avait également une analyse de sous-groupe qui était prévue selon la proportion d'adhésion au port de la méthode barrière. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de la faire à cause de la trop grande hétérogénéité dans la façon de rapporter l'adhésion au port de l'équipement. Donc, certaines études rapportaient un pourcentage, mais d'autres, c'était la durée moyenne dans la journée. D'autres, c'était le nombre de masques là, total sur une journée, ce qui nous empêchait de faire l'analyse de sous-groupe. On a également été vérifier la robustesse de nos résultats grâce à des analyses de sensibilité. Certaines ont été prévues a priori, d'autres ont été faites après là, les suggestions du comité consultatif d'interprétation des résultats, dont vous parlez un peu plus tard. Donc, on a fait des analyses de sensibilité avec un modèle à effet fixe, tandis que les analyses là, principales étaient faites avec un modèle à effet aléatoire. On a fait des analyses de sensibilité en conservant uniquement les études de qualité élevée et très élevée. Ensuite, les 2 analyses de plus qui ont été faites a posteriori, c'est une analyse de sensibilité en retenant uniquement les études dans lesquelles le port du masque chirurgical n'avait pas été accompagné d'un renforcement de l'hygiène des mains pour essayer d'isoler un peu l'effet du masque chirurgical, et également une étude de sensibilité dans les études dans lesquelles le N95 avait fait l'objet d'un test d'ajustement approprié en début d'étude. Finalement, on a évalué le risque de biais de publication là, dans les 2 méta-analyses à l'aide de pronoms. Donc, dernière petite particularité, comme on mentionnait, là, il y avait une démarche d'assurance qualité là, particulière pour le travail. Il y a d'abord eu une révision classique par les pairs, mais également la formation d'un comité consultatif d'interprétation des résultats qui a pu jeter un regard à la fois sur notre méthode et sur nos résultats pour en bonifier l'interprétation, mais aussi pour suggérer là, certaines analyses qui permettaient d'assurer la robustesse des résultats. Pour vous présenter un peu plus le mécanisme, ça me fait plaisir de passer la parole à Dr. Véronique Derry, qui était la présidente de ce comité. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Bonjour à tous. Alors, évidemment, on reconnaîtra tout un chacun que la situation est exceptionnelle et qu'à situation exceptionnelle, bien, ça prend des modalités d'assurance qualité qui sont à la hauteur dans un contexte particulier comme celui qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, c'est clair qu'en matière de COVID-19 et en regard des méthodes barrières, on connaît très bien le fait qu'il y a une certaine dose de controverse internationale et on se replace aussi au mois de mai-juin. Alors, lorsque les travaux de l'équipe de recherche ont été faits, lorsque le comité a été constitué également, alors une controverse internationale, un contexte québécois particulier, influencé par la controverse internationale et des inconnus au plan de la science. Et on va examiner ça rapidement pour nous permettre de voir ce contexte-là. Et vous allez l'observer, il y a encore des éléments de ça qui sont encore contemporains.
Alors, pour la controverse internationale, évidemment, on le sait très bien, Dr. Lajoie l'a dit, on voyait à ce moment-là, on continue à voir, mais moins, mais quand même des prises de position et des recommandations qui étaient variables selon les organisations, fondées sur les données probantes qui étaient disponibles. Et vous avez une illustration ici que vous ne pouvez pas lire, ce n'est pas grave, mais ça vient du Center for Evidence-Based Medicine sur le port du couvre-visage en communauté. Et à l'intérieur même de la même équipe de recherche, on voyait des positions divergentes. Alors, des positions de mai dernier, où est-ce que des membres disaient oui, le port du masque est indiqué, principe de précaution, et pour d'autres, les données probantes n'étaient pas au rendez-vous. Alors, à l'intérieur même d'équipes de recherche, on voyait quand même ces controverses-là internationales qui étaient très présentes. En contexte québécois, bien sûr, bien témoin des controverses de la littérature scientifique et internationale, bien, il y avait aussi une préoccupation pour les travailleurs, bien sûr, notamment de la part des syndicats, mais aussi de tous les groupes qui ont la responsabilité des travailleurs à cœur, de s'assurer d'avoir les meilleures modalités de protection des travailleurs à la lumière des données probantes disponibles, parcellaires, et finalement des inconnus au plan de la science. Alors, est-ce que finalement, et là encore une fois, un article du New England, cette fois-ci au mois de mai, qui nous dit, bien là, qu'en est-il de la transmission par gouttelette ou aérosol? Alors, des éléments, des inconnus qui alimentaient la controverse internationale, et tout ça faisait en sorte qu'un contexte était particulièrement exceptionnel ici, avec une réponse que l'équipe de recherche, donc les auteurs, voulaient apporter pour apporter justement une clarification à cet effet-là. Mais compte tenu du contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle, un comité consultatif d'interprétation des résultats comme modalité rehaussée. Alors, ce comité, d'où vient-il? On l'a dit, pourquoi a-t-il été constitué? Bien, en raison de ce contexte-là. Ce ne sont pas pour tous les avis qu'un tel comité est indiqué. Par contre, c'est dans des circonstances où il y a notamment de la controverse, où c'est peut-être compliqué, où c'est peut-être donc avec des modalités variables dans la littérature scientifique, qu'un comité d'interprétation des résultats peut être utile. C'est un concept qui avait été utilisé antérieurement lors d'enquêtes, de larges enquêtes populationnelles, avec des résultats particuliers pour lesquels on voulait s'assurer justement de l'adéquation, du bien fondé de la méthode, l'adéquation entre les résultats, la méthode utilisée et les grandes conclusions. Alors, inspiré de ce concept-là, mais aussi de l'approche d'expertise collective des agences sanitaires françaises. Ici, on prend l'exemple de l'Agence de sécurité sanitaire, d'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, qui, justement, s'assure dans certains avis, et souvent, l'expertise collective est à la base des avis, mais avec une particularité, c'est de rendre compte des divergences autant que des convergences. Et c'est animé aussi de cette volonté de créer un comité où ce qui était convergent et consensuel était rapporté, ce qui était divergent l'était tout aussi bien. Et dans ce contexte, 12 membres d'expertise et d'horizons divers ont été rassemblés à l'intérieur d'un comité d'interprétation des résultats. Vous voyez les profils variés de l'expertise de ces gens-là, avec des positions qui pouvaient être diverses. Et ça avait été anticipé en amont en se disant l'idée n'est pas d'être monochrome, avec des positions qui risquent d'être uniformes, mais d'être polychrome aussi, et d'aller chercher justement des positions qui risquent d'être variables pour aller chercher vraiment au niveau scientifique, avec ces experts scientifiques, ce qui est le plus important à considérer. Et les membres étaient issus de milieux variés, comme vous le voyez, de 4 universités, IRSST, INSPQ. Et quand on regarde par la suite quelle est la modalité sur la prochaine diapo, donc comment on a travaillé cette modalité-là avec les membres du comité. Alors, le comité avait son mandat qui avait été initialement prévu, qui leur avait été partagé, et c'est l'entièreté des 12 membres approchés qui ont accepté de faire partie du comité. Et vous voyez les mandats, et quand je vous parle des mandats, dans le fond, c'est éminemment réducteur du travail que ces gens ont fait dans un temps excessivement serré. Alors, de participer à 2 réunions de travail virtuelles, une introductive pour bien comprendre quelle était cette revue systématique avec ses méta-analyses, de pouvoir discuter déjà de premiers éléments méthodologiques qui préoccupaient,
Et l'autre davantage délibérative où on entrait davantage dans le contenu, qu'il s'agisse de la méthode allant jusqu'à l'interprétation, les grands constats et les implications. Examiner donc le contenu du rapport et l'apprécier de manière critique pour les éléments que je viens de mentionner, incluant les limites, les forces et les limites, bien sûr. Consigner leurs commentaires à l'intérieur d'un outil uniforme, à l'intérieur de l'Institut, qui est une pratique standardisée, qu'on a adaptée, par contre, aux besoins du comité, donc une grille de lecture critique qui permet de voir justement l'appréciation de réviseurs, donc de membres d'un comité comme celui-là, quant aux documents en question, et le transmettre aux responsables. Et cette notion-là est quand même non anodine, c'est que dans ce processus, pour assurer l'indépendance du comité, le comité n'était pas à l'intérieur de la même direction, si on veut, que les auteurs de la revue systématique avec méta-analyse et du regroupement SAT-COVID, mais plutôt à l'intérieur d'une autre direction porteuse de soutien en matière de qualité. Et donc, les membres transigeaient avec l'équipe donc de soutien à la qualité pour faciliter les travaux et en assurer l'indépendance. Et les membres devaient aussi réviser et commenter le rapport issu des discussions du comité pour s'assurer qu'ils étaient confortables avec le contenu qui était proposé. Prochaine diapo. Alors, l'approche de développement des consensus et les éléments méthodologiques ressemblent à ce qu'on pourrait voir dans des modalités type Delphi, groupes nominaux. Ce n'en sont pas pleinement, mais avec des étapes et des rondes, des séquences de consultation qui permettent justement d'aller finalement voir l'adhésion à un certain nombre de constats. Alors, vous voyez au premier chef, à gauche, il est important d'assurer une opportunité égale à chaque expert de pouvoir commenter à la hauteur de ses expertises relatives par rapport aux collègues et d'exprimer son propre jugement isolément, sans l'influence des autres membres, avec des consultations écrites, permettre l'interaction de groupe à l'aide de 2 rencontres virtuelles, favoriser un processus d'appréciation itératif où le comité évolue, construit ensemble sa vision par rapport aux éléments méthodologiques et de contenu de ce rapport, avec 2 rondes de consultation sur des contenus, et puis de regarder ensemble quels sont les grands constats auxquels on arrive et d'en émettre un rapport qui tient compte de tout cela. Alors, c'est des éléments qui sont importants et qui dit consensus ici ne dit pas une unicité de vision où tout le monde voit de la même façon, mais c'est-à-dire de voir une façon de dire voici ce qui est conçu à l'intérieur de tout ça et de le rapporter. Et c'est la façon avec laquelle le rapport a été fait. Et quand on regarde la prochaine diapo, les éléments à partir desquels le comité a pu faire, et l'autre, la suivante, si on le met tout de suite, les 2 outils, je n'insiste pas là-dessus, mais c'était des outils à gauche qui permettaient de voir donc l'appréciation d'éléments scientifiques au point de départ à la première réception du rapport. Le 2e questionnaire permettait de voir le niveau d'accord des membres du comité avec les grandes conclusions, les grands constats qui se dégageaient du rapport. Et entre tout cela, il y a eu du travail qui a été fait par les auteurs et je reviendrai sur l'appréciation des membres du comité quant au travail mené par les auteurs. Donc, du travail entre les deux pour permettre de mettre à l'épreuve certains éléments méthodologiques et voir est-ce que ça pourrait changer certains des résultats. Et donc, il y a eu une consultation là, qui s'est faite plus en bout de piste cette fois-ci pour voir, une fois que les éléments méthodologiques avaient été discutés, des travaux avaient été faits par les auteurs, est-ce que le tout a été modulé et tenu en compte dans la compréhension des grands constats? Était-il adéquat? Prochaine diapo. Rapidement, et on accélère, le temps file. Alors, les principaux commentaires des membres du comité, on n'en fera pas lecture, bien sûr, mais au niveau de la scientificité d'ensemble, il importe de mentionner que pour les membres du comité, ce rapport faisait l'objet d'une très haute scientificité qu'ils ont reconnue à plusieurs moments au niveau des travaux. Il importe de le mentionner. Des éléments plus mineurs, comme vous voyez au niveau de la terminologie, comment expliquer une non-infériorité pour que ce soit le plus simple possible, par exemple. Des questionnements au niveau de certains choix méthodologiques. Est-ce que les pathogènes respiratoires étaient des pathogènes respiratoires qui faisaient sens dans le contexte de l'analyse de la revue systématique? C'était un des enjeux. Est-ce que la façon de constituer la grille d'appréciation de la qualité des études, est-ce que si on commençait à regarder un peu certains paramètres, si on faisait certains ajustements,
Est-ce que ça changeait de quelque façon que ce soit l'appréciation de la qualité des études? Alors, les auteurs ont fait des travaux pour valider les questionnements, en fait, répondre aux questionnements des membres du comité. Et les membres ont aussi apporté des commentaires sur la clarté des résultats principaux, le niveau d'accord qu'ils avaient avec cela, les limites de la revue, et puis allant jusqu'à la portée des résultats et certains éléments d'implication. Prochaine diapo. Et si on arrive plus précisément, alors les analyses supplémentaires donc, ont été menées par les auteurs pour enrichir le contenu, s'assurer encore plus de la robustesse. Il y avait une robustesse intrinsèque à ce travail. Les membres ont posé leurs questions. Ces analyses supplémentaires n'ont pas changé grand-chose, peut-être petits ajustements, des nuances, petites précisions, mais quand même, ces analyses-là ont montré la robustesse intrinsèque, comme je le disais. Et ça a permis donc, je ne reprendrai pas les propos de Charles-Antoine, qui a mentionné des exemples, donc les analyses de sensibilité ad hoc qui ont été faites ultérieurement à la demande des membres du comité d'interprétation des données pour aller préciser des points, par exemple, le fit test, est-ce que pour le N95 versus avec le masque chirurgical, est-ce que ça vient changer les résultats si seules ces études avec fit test ont été inclus ou non? Alors, donc, des éléments sur lesquels je ne reviendrai pas davantage parce qu'on veut examiner les résultats, mais il nous fera plaisir de répondre à la période de questions. Parmi les forces et les défis d'une telle modalité rehaussée d'assurance qualité, bien, les forces, écoutez, on salue là, la participation des membres et on reconnaît et on tient à souligner l'envergure et la diversité des expertises qui a été un élément majeur dans la capacité du comité de faire le travail qui a été fait avec la justesse du rendu. L'engagement exceptionnel des membres et des auteurs, alors ça s'est fait des soirs, des week-ends, le temps n'était pas compté. C'est pour ça que je disais que le mandat semblait réducteur par rapport au travail qui a été réellement fait par les membres du comité d'interprétation des résultats. Et l'engagement exceptionnel des auteurs, les membres du comité ont tenu à le souligner, que cette interactivité-là de refaire des analyses, de revenir pour les présenter au comité avait été très appréciée. Puis l'approche d'établissement des consensus, où est-ce que les divergences étaient tenues en compte de la même façon que les convergences, c'est un élément qui a été fort apprécié. Parmi les défis, on en reparlera à la conclusion puis à la discussion. Application de cette modalité rehaussée de qualité à la bonne indication. Vous voyez que c'est un dispositif qui est quand même assez lourd. Ce n'est pas pour toutes les indications. Dans des situations de controverse, par exemple, où les données probantes sont plus limitées, ça peut être une bonne méthode. La composition du comité va être déterminante dans la capacité de représenter les différents points de vue et la manière de rapporter les travaux du comité pour tenir compte de ces divergences est important. Et finalement, on veut vous présenter la liste des membres du comité d'interprétation en leur disant un énorme merci pour la qualité de leur travail et la force de leur engagement. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci beaucoup, Dr. Berry, pour cette présentation d'un processus qui a été extrêmement enrichissant. Donc, on s'attaque là au cœur de l'étude et probablement aussi au cœur du webinaire, là, nos fameux résultats. Donc, ici, vous voyez le portrait global là, du processus de sélection des études. C'est notre diagramme de flux Prisma. Mais grosso modo, ce qu'on voit, là, c'est qu'après avoir lancé notre stratégie de recherche, on avait identifié 483 articles. Et de ces 483 articles, 51 ont été retenus pour les analyses, là, qui avaient donc répondu à nos critères de sélection. De ces 51 études, 41 étaient des études épidémiologiques, 10 des études de laboratoire. Et parmi les études épidémiologiques, 20 ont contribué à la preuve, donc qui avaient un niveau de qualité suffisant, c'est-à-dire là, au moins modéré. Et parmi ces 20 études, 13 ont pu être inclus dans les méta-analyses. Encore une fois, pour ce qui est du portrait général, là, ce qu'il faut mentionner d'emblée, c'est qu'aucune étude a porté sur des milieux autres, des milieux de travail autres que celui de la santé. Aucune étude également n'a porté sur des méthodes barrières à distance dans l'environnement. Ça constituait également là, une méthode barrière qu'on cherchait à aller étudier l'efficacité. Donc, l'exemple typique qu'on voit beaucoup, ce sont nos fameux plexiglas. Finalement, on a donc eu 19 études sur le masque chirurgical,
3 sur le couvre-visage, 1 sur la protection oculaire. Une seule était spécifique sur le SRAS-CoV-2, donc sur la COVID-19, 3 sur le SRAS, 10 sur l'influenza A ou B et 6 portaient sur des pathogènes multiples, dont les virus qu'on étudie. Les résultats vont être présentés d'abord contexte domiciliaire, ensuite contexte hospitalier ou de soins. Donc, on se rappelle, pour le contexte domiciliaire, on a été en mesure de faire une méta-analyse avec les études qui comparaient le masque chirurgical à l'absence de masque. Ce que vous voyez ici, c'est le Forest Plot, donc qui résume les résultats pour la première issue de santé, les cas confirmés en laboratoire d'influenza. On voit d'abord les mesures d'effet pour les études individuelles, mais également les résultats poolés pour l'ensemble des études. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence statistiquement significative en faveur du masque chirurgical, avec un risque relatif à 0,71 et un intervalle de confiance qui va de 0,52 à 0,98. À ce moment-là, on se demande, est-ce que les résultats vont être robustes aux analyses de sensibilité? Ce qu'on voit, c'est que les mêmes résultats sont obtenus avec un modèle à effet fixe, avec les études de qualité élevée et très élevée seulement. Et lorsqu'on regarde les études où que le masque chirurgical a été utilisé seul, sans renforcement de l'hygiène des mains, on observe la même tendance avec une mesure d'effet à 0,69, mais on perd la signification statistique, qui peut possiblement s'expliquer par une perte de puissance, comme on avait beaucoup moins d'études dans cette analyse de sensibilité. Finalement, l'autre élément important à regarder, c'est au niveau des analyses de sous-groupes. Lorsqu'on regarde selon le type de protection, donc selon qui porte le masque chirurgical, ce qu'on voit, c'est uniquement dans les études où que le masque chirurgical était porté à la fois comme protection individuelle et comme contrôle à la source, que l'effet protecteur était noté. Tandis que dans les études où il était étudié uniquement comme contrôle à la source seul ou comme protection individuelle seule, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait peu d'études et que les études ne nous permettaient pas de conclure. Maintenant, pour ce qui est de l'issue secondaire, celui du syndrome d'allure grippale, ce qu'on voit, c'est une tendance similaire, donc un effet protecteur au masque chirurgical, mais cette fois-ci qui est à la limite de la signification statistique, donc un intervalle de confiance qui va de 0,72 à 1,01. Par contre, lorsqu'on regarde avec un modèle à effet fixe, maintenant on obtient la signification statistique. Et même chose quand on étudie uniquement dans l'analyse de sensibilité, en conservant uniquement les études de qualité élevée et très élevée. On observe la même tendance que pour les infections confirmées en laboratoire lorsqu'on retenait uniquement les études où que le masque n'avait pas été accompagné de renforcement de l'hygiène des mains. Donc, un effet en faveur d'un effet protecteur, mais avec une perte de puissance. Et tout comme pour les infections confirmées en laboratoire, encore une fois, l'effet protecteur est observé dans les études où que le masque chirurgical est porté à la fois comme protection individuelle et comme contrôle à la source. Maintenant, pour ce qui est du contexte hospitalier ou de soins, vous vous rappelez, on a pu faire une méta-analyse avec les études qui comparaient le masque chirurgical au N95. Ce qu'on voit ici, c'est la première issue de santé, donc l'influenza confirmée en laboratoire. La première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une différence statistiquement significative et que notre intervalle de confiance, là, est la borne supérieure de l'intervalle de confiance est en deçà de notre seuil de non-infériorité. Donc, la borne supérieure est à 1,12 et notre seuil de non-infériorité, on l'avait déterminé à 1,15. Ce qu'on voit, c'est que les mêmes résultats sont obtenus à partir d'un modèle à effet fixe. Et la même chose avec les études là, où que le N95 avait fait l'objet d'un test d'ajustement approprié en début d'étude. Élément important à mentionner, c'est qu'on n'a pas pu faire d'analyse de sous-groupe selon le type de protection, compte tenu que toutes les études que vous voyez ici, dans chacune d'entre elles, l'équipement de protection était porté comme protection individuelle unique. Pour ce qui est du syndrome d'allure grippale, donc notre deuxième issue de santé, cette fois-ci, on voit une différence qui est non statistiquement significative, mais qui est en faveur d'une supériorité au N95. Ce
qu'on voit également, c'est que notre intervalle de confiance est de part et d'autre de notre seuil de non-infériorité. Et lorsqu'on regarde le modèle à effet statistique, cette fois-ci, on obtient là, la signification statistique, toujours en conservant notre intervalle de confiance de part et d'autre du seuil de non-infériorité. Et le même genre de résultat est obtenu là, dans les études où que le N95 a eu un fit test là, approprié. Et encore une fois, on n'a pas pu faire des analyses de sous-groupes selon le type de protection. Ça, c'était pour les résultats de méta-analyse. On avait également des résultats de la revue systématique, donc des études qui n'ont pas pu être poulées en méta-analyse, mais qu'on pouvait quand même extraire des résultats. Donc, toujours en contexte hospitalier ou de soins, on voit que la qualité de la preuve est faible pour l'efficacité du match chirurgical comme protection individuelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on avait 5 études qui étaient en faveur d'un effet protecteur au match chirurgical comme protection individuelle. Par contre, notre niveau de confiance dans les résultats est faible en raison de la qualité méthodologique des études et également là, du caractère indirect de la preuve qui n'était pas spécifique à la COVID-19. Pour ce qui est du match chirurgical comme contrôle à la source seule, cette fois-ci, on avait une insuffisance de données pour pouvoir conclure, comme on avait une seule étude qui était en faveur d'un effet protecteur, mais ce n'était pas suffisant là, pour pouvoir conclure. Pour ce qui est du couvre-visage, également en contexte hospitalier ou de soins, on a d'abord une qualité de la preuve là, qui est modérée de son infériorité comparativement au match chirurgical comme protection individuelle. En fait, l'analyse portait de 2 études là, prises individuellement, mais une de ces 2 études était un essai clinique randomisé là, de haute qualité qui a montré une mesure d'effet importante avec un risque relatif ajusté pour les principales variables confondantes là, à 13. Ensuite, on avait une insuffisance de preuve pour conclure à l'efficacité ou l'inefficacité du couvre-visage lorsqu'il était comparé là, à l'absence de mesures de protection en contexte hospitalier de soins. Là. Cette fois-ci, on avait 2 études, mais qui ne permettaient pas de conclure. Et c'était un peu la même chose pour la protection oculaire. Là. Cette fois-ci, on avait une seule étude cas témoin qui était en faveur d'un effet protecteur, mais encore une fois, ce n'était pas suffisant pour pouvoir conclure. Donc, à partir de ces nombreux résultats, je vais passer la parole à nouveau à Dr. Lajoie qui va pouvoir reprendre tout ça puis présenter les grands constats qu'on a pu en tirer. Merci, Charles-Antoine. Donc, voilà, on en arrive à la dernière portion de notre présentation. Donc, que pouvons-nous retenir ou retirer de tous ces résultats? Je vais vous présenter 3 grands constats qui ressortent essentiellement. Donc, le premier grand constat concerne les environnements personnels, mais plus spécifiquement le contexte domiciliaire. Alors, dans le contexte domiciliaire, comme le disait Charles-Antoine, on conclut que le masque chirurgical offre réellement une protection, mais c'était dans les études où il a été porté à la fois par les personnes saines et les personnes malades ou potentiellement malades, donc par les 2 simultanément. On observe une réduction relative du risque d'infection qui allait de 18 jusqu'à 31 %. On considère que c'est d'importance pour la santé de la population. Si je vous donne l'exemple pour un groupe de 100 personnes exposées, ce n'est pas toutes les personnes, bien sûr, qui vont devenir malades, mais on pourrait avoir autour de 25 personnes qui deviendraient malades. Alors, avec cette mesure-ci, on préviendrait environ de 4 à 8 infections. Et ça, c'est pour le premier niveau de transmission. Mais on sait que chaque infection prévenue peut permettre de contrôler la transmission secondaire ou la transmission subséquente à plusieurs autres personnes. Donc, pour nous, c'est vraiment non négligeable. C'est d'importance pour la santé quand on le regarde à l'échelle de la population. C'est d'autant plus important que lorsque c'était précisé dans les études, le taux d'adhésion au port du masque chirurgical était relativement faible. Il était de moins de 50 % dans la plupart des études où c'était rapporté. Donc, on peut penser que si on était capable d'avoir une adhésion plus importante, on pourrait observer un effet encore plus grand.
Par contre, il s'agit d'une preuve indirecte. Je vous rappelle que les données reposent, oui, sur des données solides de méta-analyse faites à partir d'essais cliniques randomisés, mais c'était des études sur l'influenza confirmée en laboratoire ou encore sur le syndrome d'allure grippale. Donc, c'était pas, on n'avait aucune étude dans cette méta-analyse qui portait sur le SRAS-CoV-2. Deuxième grand constat porte sur les environnements de travail, cette fois-ci en contexte hospitalier ou de soins. Je rappelle que les données provenaient exclusivement du milieu hospitalier ou de soins, donc on n'a pas de données pour les autres types de contextes de travail. Alors, quand on regarde les résultats pour le contexte hospitalier ou de soins, quand on compare le masque chirurgical à l'appareil de protection respiratoire N95, la différence d'efficacité pratique en contexte réel de soins, en contexte réel de travail, entre les deux équipements de protection individuelle n'est pas claire. Pourquoi elle n'est pas claire? Parce que les résultats ne vont pas exactement dans le même sens selon l'issue de santé considérée. Donc, pour l'influenza confirmée en laboratoire, si je rapporte les résultats, je l'ai dit un peu autrement de ce que Charles-Antoine a précisé tout à l'heure, c'est qu'on n'observe aucune infection de plus avec le masque chirurgical par rapport au N95. Quand toutefois l'issue de santé considérée plutôt le syndrome d'allure grippale, qui est un peu moins spécifique, les résultats varient de aucune infection de plus, mais pourraient aller jusqu'à 4 infections de plus par 100 personnes exposées avec le masque chirurgical par rapport au N95. Je rappelle, je l'avais dit en début de présentation, mais je rappelle qu'il n'a pas été possible pour nous là, de distinguer avec plus de précision là, les contextes de soins. Hein. Il faut vraiment les voir de façon globale. Alors, pour expliquer ces résultats, certaines hypothèses qui peuvent être avancées. Selon les données disponibles qui sont basées, je le rappelle, sur des virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2. Donc, on fait face à une preuve indirecte encore une fois. Les résultats pourraient traduire soit une conformité non optimale au port du N95 qui n'aurait pas atteint son plein potentiel dans les études, c'est-à-dire que les participants dans les études n'auraient pas toujours porté les équipements tels que prescrits. Et à ce chapitre, quand on regarde, lorsque la proportion d'adhésion au port de l'équipement était rapportée dans les études, on note que du côté du masque chirurgical, on avait un taux d'adhésion qui variait entre 66 et 100 %, et du côté du N95, ça variait plutôt entre 57 et 90 %. Et tout ça, je le rappelle, était fait en contexte réel, mais tout de même dans le cadre d'études contrôlées qui comportaient des observations et des suivis réguliers. Donc, première hypothèse, là, une conformité non optimale au port du N95. Ça pourrait aussi s'expliquer, d'un autre côté, par une plus faible part attribuable de la transmission par aérosol des agents pathogènes à l'étude, où la portion de transmission par aérosol ou plus petits aérosols des virus à l'étude ne serait peut-être ou ne serait possiblement pas si importante. Mais ça pourrait être un autre phénomène aussi. Donc ça, c'est pour le constat au niveau du milieu, du contexte hospitalier ou de soins. Le troisième grand constat à ressortir, c'est qu'on a encore un grand besoin de données scientifiques fiables, puisqu'en raison de l'absence ou de l'insuffisance de preuves, on ne peut conclure sur l'efficacité ou l'inefficacité du couvre-visage en contexte communautaire. On a vu que le couvre-visage était inférieur au masque chirurgical en contexte hospitalier, mais en contexte communautaire, on ne peut pas en dire autant. Aussi, pour absence ou insuffisance de preuves, on ne peut conclure pour l'efficacité de la protection oculaire. On avait une seule étude
dont les résultats allaient plus en faveur d'une efficacité, mais une seule étude avec certaines limites qui vous ont été rapidement données. Et l'autre grand besoin de données scientifiques fiables, c'est qu'on manque de données pour les méthodes, l'ensemble des méthodes barrières pour tous les autres milieux de travail qui sont à l'extérieur du contexte hospitalier ou de soins. Attention, le manque de preuves ne signifie pas nécessairement qu'il y a inefficacité, mais comme je disais, c'est bien qu'on n'a pas les données scientifiques pour venir appuyer nos constats ou appuyer nos recommandations. En particulier pour le couvre-visage, quand on regarde les dates de parution et les données qui étaient disponibles au moment de faire l'étude, ça ne nous permettait pas de capter tout l'énorme développement qu'on a pu constater là, depuis l'arrivée de la COVID, mais surtout dans les derniers mois. Donc, on n'a pas pu faire état de ces éléments-là. Et donc, ça va être important là, de poursuivre. Peut-être fait important à mentionner, on a quand même continué à faire une veille des études par la suite, là, après avoir lancé notre recherche documentaire pour les fins de la revue systématique. Et pour l'instant, on n'a pas d'éléments nouveaux là, qui viennent moduler ces résultats-ci où on parle de besoins scientifiques fiables. J'ajouterais qu'on a été confronté aussi à plusieurs études qui regardaient l'efficacité du masque qu'on a appelé non précisé, où ça a été vraiment impossible, même après avoir recommuniqué avec les auteurs pour essayer d'en savoir plus, c'est impossible de pouvoir classer le type de masque et on pouvait avoir dans ces études-là souvent possiblement une mixité aussi de divers types de couvre-visage, de masques chirurgicaux, de procédures ou même dans certains cas où ça aurait pu aller jusqu'à des N95. Les forces de l'étude et des travaux, en fait, la preuve repose sur plusieurs devis épidémiologiques, pas un seul type de devis. On a fait une extraction, un regard très large sur l'ensemble des études qui portaient sur notre question de recherche. Et on a réussi à recenser un nombre élevé d'études de qualité qui étaient jugées là, de qualité modérée à très élevée. Par ailleurs, on a eu tous les éléments nécessaires qu'il fallait pour pouvoir produire des méta-analyses originales d'essais cliniques randomisés. Et ce qui était assez novateur au moment où on a fait les travaux, c'est qu'on évaluait aussi l'efficacité de plusieurs méthodes barrières, pas une seule à la fois, et en tenant compte du contexte d'utilisation de la méthode barrière, à la fois dans des milieux professionnels ou des environnements personnels, et en tentant de distinguer si la protection était portée par l'individu sain ou par la personne malade. Par contre, les résultats de l'étude doivent quand même s'interpréter vraiment dans les contextes d'utilisation pour lesquels les informations sont disponibles, pour les modèles de masques chirurgicaux notamment qui ont été évalués, et bien sûr, dans la mesure où les virus étudiés nous permettent d'extrapoler les conclusions au SRAS-CoV-2, puisque la preuve dans notre revue était principalement indirecte. Donc, les recommandations futures devront tenir compte du contexte d'utilisation de la mesure barrière, des différents types de tâches, de quelle façon la mesure barrière est utilisée, et aussi de l'évolution des connaissances sur le mode et aussi sur les facteurs de transmission du SRAS-CoV-2 dans les différents contextes d'utilisation. En terminant, vous résumez tout ça en rappelant qu'un ensemble de mesures est nécessaire. Notre étude montre que les méthodes barrières comme le masque chirurgical ont certainement un rôle à jouer dans la lutte contre la COVID-19. Mais aucune mesure prise à elle seule n'est efficace à 100%. À titre d'exemple, si je prends dans les méta-analyses en contexte hospitalier, par exemple,
on a retrouvé des cas d'infection dans les 2 groupes de travailleurs. Si on prend pour le volet où l'issue de santé était l'influenza confirmée en laboratoire, on retrouvait dans l'ensemble des études 198 cas qui ont été documentés du côté du groupe qui portait le masque chirurgical et 209 cas qui ont été documentés du côté du N95. Si on regarde l'issue de santé qui était plutôt le syndrome d'allure grippale, on avait quand même 139 cas du côté du masque chirurgical et 107 du côté du N95. Donc, tout ça pour dire qu'il faut prendre ces mesures-là dans l'ensemble des mesures ou dans une hiérarchie de mesures de protection, de prévention des infections. Toujours garder en tête les éléments comme la distanciation physique, l'isolement des personnes symptomatiques, l'hygiène des mains, bien sûr, l'étiquette respiratoire, mais aussi les aménagements physiques des lieux qui vont nous permettre de minimiser les contacts, de revoir aussi, d'assurer qu'il y ait une ventilation adéquate des milieux. Et je pense que c'est vraiment plus la combinaison de ces mesures-là qui va nous permettre d'être globalement efficaces et de prévenir les infections plutôt que de miser sur une seule d'entre elles. Alors, ce serait tout pour la présentation d'aujourd'hui. Bien sûr, vous aurez vu le travail immense qui a été accompli ne peut se faire seul, à 2 ou à 3. Vous avez vu sur la première diapositive, vous avez tous les auteurs qui étaient membres du comité de travail, mais on a aussi eu des collaborateurs qui nous ont soutenus tout au long des travaux pour parfois des tâches bien précises ou d'autres éléments. Donc, vous voyez leur nom à l'écran et nous tenions à les remercier tous. Alors, on serait rendu maintenant à la période d'échange et de questions. Vous avez certainement certaines questions et on veut vous laisser le temps de réagir. Alors, merci Elisabeth, Charles-Antoine et Véronique pour cette présentation. On imagine que c'est une vraie... moi, j'avoue que ça doit être un marathon complet parce qu'on le sait comment c'est long de faire une méta-analyse. Normalement, ça prend une année, ça peut être facilement... et là, vous avez dû faire ça en un très court laps de temps. Et puis, en plus, il y avait cette démarche assez impressionnante d'analyse de démarche qualité là, qui a été faite. Donc, félicitations. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle réalisation. On va prendre les questions. Je vais juste voir si... peut-être à Elisabeth, il y avait les questions... Bon, non, les questions-réponses sur les diapos, c'était les réponses. OK. On va prendre les questions de l'assistance. Alors, vous pouvez, en tant que participant, en bas de votre... vous avez une petite liste, là. Mylène, oui? Est-ce que c'est préférable que j'arrête le partage d'écran rendu ici? On peut laisser parce que si quelqu'un veut... OK, parfait. Pour voir revenir une plus loin diapo, c'est ça. Donc, j'essaie de voir. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions dans le chat, je crois. Ben, pas dans le chat, dans mais le question-réponse, il y a déjà des questions de Marie-Claude Letelier. Parfait. Alors, je vais lire la question. Quelques questions en lien avec la méthodologie. Pourquoi rechercher la non-infériorité alors que cette façon de faire peut sous-estimer les risques relatifs? À la diapo 25, si on considère qu'un effet, un risque relatif plus grand ou égal à 1 comme délétère ou inefficace pour la méta-analyse, et à la diapo 26, on considère un seuil de non-infériorité avec un RR de 1,15. Comment concilier ces deux valeurs? On va commencer par ça. Puis il y a une autre question aussi concernant les issues de santé. On parle des tests COVID. Comment ne pas penser que ça peut sous-estimer avec un test peu valide pour ce qui est des vrais négatifs? Alors, je vais laisser probablement soit Charles-Antoine. Oui, est-ce que vous me laissez juste le temps de... Désolé, à cause des animations, ça prend du temps. Ça va peut-être aider l'auditoire d'avoir le...
le temps diapo 25. Oui. Ouais. Puis de poser d'autres questions. Il y a déjà quelques questions. Désolé pour le mal de tête. Non, ça va. On va regarder les autres écrans. Parfait. Bon, ça, c'est le cadre de la supériorité. Bon, ben, je peux me lancer, puis au besoin, Dr. Aja, vous compléteriez. Également Nectaria et Denis qui sont présents, deux co-auteurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ben, en fait, on avait plusieurs, là, vous vous doutez qu'on a eu plusieurs échanges entre nous à toute partie là, de la méthode. On a construit le protocole, mais également, comme Dr. Derry vous l'a présenté, là, avec le comité là, consultatif, là, donc, qui avait plusieurs expertises de différents domaines. Là. Donc, c'était un des sujets de ce qui a été discuté. Pourquoi on a fait le choix, parce que ça reste un choix méthodologique, pour être conscient des plus et des désavantages, là, mais d'utiliser le cadre de la non-infériorité, c'est qu'on jugeait qu'on était vraiment dans un scénario où qu'on pouvait considérer, à partir de bases théoriques, d'études de laboratoire, de connaissances antérieures, qu'on se retrouvait avec un scénario qu'on avait une méthode de protection de référence. Puis dans ce contexte-là, on essayait, c'est pas qu'on souhaitait favoriser un ou l'autre, c'est juste que dans ce contexte-là, le fardeau de la preuve à la comparaison ben, peut-être moins grand. L'idée, c'est que c'était d'avoir, est-ce que la méthode à l'étude, donc le match chirurgical dans ce contexte-ci, pouvait avoir d'autres avantages que la méthode de référence. Donc, au niveau du confort, surtout les effets secondaires potentiels au niveau de l'adhésion qu'on a observé, c'est des éléments qu'on a observés dans les études. Donc, dans le contexte où il y avait certains avantages autres que l'efficacité, ben, à ce moment-là, pour juger une utilité à la méthode barrière du match chirurgical, ben, il fallait, on jugeait que c'était acceptable, que ça devienne un scénario où il fallait simplement qu'elle ne soit pas non inférieure. Donc, s'il y avait une différence qui était cliniquement significative dans l'efficacité, ben, l'efficacité devenait plus importante que les effets plus collatéraux, là, comme l'adhésion, le confort, les effets secondaires. Mais dans le contexte où il y avait ces effets possibles, on jugeait que l'approche de la non-infériorité était appropriée. Puis la deuxième partie de la question, si vous me permettez de me lancer, puis après ça, Dr. Laja, vous ajouterez quelque chose si vous voulez. Mais en fait, pour concilier les deux, il faut vraiment voir deux comparaisons complètement différentes. Donc, la première, c'est une méthode barrière à une méthode de protection de référence, donc match chirurgical versus N95. Et l'autre, c'est une méthode barrière comparativement à son absence. Donc là, c'est plutôt, il faut faire le fardeau de la preuve est plus important. Il faut montrer vraiment qu'il y a un gain. Le gain qu'il fallait aller chercher était encore une différence encore plus importante que ça représentait pour juger que l'efficacité modérée, donc qui était significative sur le plan clinique, il fallait atteindre un risque relatif à 0,85, que là, au lieu de représenter une différence d'une infection sur un groupe de sang, c'était une différence de 4 infections. Donc, le fardeau de la preuve était un peu plus important. Mais toujours est-il que ce choix-là de qu'est-ce qui était cliniquement significatif, ça devait être deux réflexions différentes. Une réflexion pour la comparaison de match chirurgical à N95, parce que le risque de base avec l'équipement de protection de référence était différent que dans notre autre contexte, en contexte domiciliaire. Donc là, le risque de base sans mesure de protection était plus élevé. C'est pour ça que les chiffres, le choix de qu'est-ce qui est significatif doit vraiment être vu selon le contexte et selon la comparaison. Je pense que tu as très bien répondu, Charles-Antoine. Je laisserai du temps pour regarder les autres questions. Fait que pour l'instant, je ne rajouterai rien là, à ta réponse. La deuxième, je ne suis pas certaine de comprendre la question sur les issues de santé. On parle des tests COVID parce que dans ce qu'on vous a présenté, justement, les issues de santé, dans les méta-analyses, là, notamment, on n'avait pas d'études sur la COVID, sur le SRAS-CoV-2.
Donc, c'était vraiment des tests qui étaient spécifiques plutôt à l'influenza A ou B, H1N1 dans certains cas, là. Donc, je suis moins certaine de ce que vous voulez apporter par rapport aux résultats qu'on a présentés. Je peux me permettre, c'est ça, si la personne veut rajouter dans une autre question-réponse. Ça recoupe aussi, ce que tu viens de répondre, Elisabeth, recoupe aussi une question qui a été demandée. Pourquoi avoir choisi l'influenza? Pourquoi le choix de l'influenza? N'y avait-il pas des études basées sur les méthodes barrières comme le SRAS? Oui, ben, en fait, oui. Puis on a regardé le SRAS, le MERS-CoV également, mais pour ce qui nous a servi pour les résultats qui dépendent des méta-analyses et des essais cliniques randomisés, ça a donné que la preuve disponible était basée essentiellement sur l'influenza et le syndrome d'allure grippale. Mais dans les autres types de résultats qui ont été rapportés, qui ne dépendent pas des méta-analyses, mais plutôt du reste des résultats qui sont plus en lien avec le reste de la revue systématique qui a été faite, effectivement, on a des études sur aussi l'influenza pandémique H1N1 et le SRAS. Une seule étude qui portait sur le SRAS-CoV-2 qui regardait plutôt un ensemble d'équipements de protection qui ne nous permettait pas bien d'isoler uniquement la comparaison, par exemple, entre en fait, ce n'était pas un N95 dans ce cas-là, c'était vraiment un appareil de protection respiratoire autonome avec un ensemble, une combinaison complète, protection bien sûr oculaire. Donc, il y avait vraiment un ensemble de protection par rapport à un autre ensemble, puis on n'arrivait pas à isoler les équipements seulement barrières, là, en tout cas au niveau du visage, mais c'était une étude, là, donc on avait un niveau de preuve insuffisant dans ce cas-là. Okay. Peut-être qu'on peut rajouter que ça fait référence aussi dans la publication à la notion de preuve indirecte, ou en tout cas d'évidence indirecte, là, vu que ce n'est pas spécifiquement sur la champ de la COVID-19, là, mais c'est quand même d'autres agents viraux apparentés en termes en tout cas, qui ont été retenus pour leur certaines similitudes en termes de mode de transmission. Oui, qu'il y avait. Là, si je prends peut-être des anciennes formulations, parce que vous allez voir, en tout cas, c'est en train de changer. Je pense que c'est vraiment intéressant entre l'approche qui était plus le paradigme un peu plus dichotomique de transmission par gouttelette ou par grosse gouttelette versus par voie aérienne. Et là, on parle de plus en plus d'un continuum de transmission par les aérosols de différentes tailles, mais qui représenterait vraiment un continuum à proximité ou à distance. Mais si je reprends peut-être les anciennes appellations où on avait pour tous ces virus-là une transmission qui était préférentiellement à proximité, après des contacts de longue durée qui étaient préférentiellement dans ce qu'on lisait dans les écrits par gouttelettes, mais avec une possibilité aussi de transmission par aérosol. Donc, un petit peu comme ce qu'on a pour le SRAS-CoV-2. Là. Et c'est vraiment pour ces raisons-là qu'on a retenu ces autres virus. En plus du fait qu'ils avaient été aussi utilisés par plusieurs autres groupes de chercheurs pour un peu des contextes similaires. Merci. C'est un peu décevant quand vous dites que vous faites une veille de voir qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'études. Il ne semble pas y avoir énormément d'études de qualité qui portent sur le SRAS actuel. Donc, c'est évidemment à suivre. Là, on sait comment, malgré tout, il y a des publications très rapides. J'imagine que vous allez continuer de suivre. Il y a des études aussi, un petit peu plus d'études de type écologique pour lesquelles c'est un petit peu plus difficile d'avoir une relation causale précise à l'échelle individuelle. Mais ce qui est particulièrement difficile dans ces études-là qui sont sorties plus récemment avec le SRAS-CoV-2, c'est justement la non-spécificité de la catégorisation des masques. C'est vraiment des masques
tout genre. Donc, ça nous donne une idée de ce qu'une certaine barrière, quelle qu'elle soit, peut apporter comme protection. Mais si on veut être plus précis puis savoir quel type d'équipement serait préférable, dans quel contexte, là, on est vraiment limité sur la base de ces études-là. Il y a aussi beaucoup d'études de laboratoire, des études animales qui commencent à sortir de plus en plus. Ça, je pense que ça, en soi, ça pourrait faire l'objet d'un tout autre webinaire par d'autres personnes encore plus expertes que moi, mais qui sont encore, bon, qui ne donnent pas toutes les réponses, bien entendu, là, puis qui sont encore difficiles à analyser parce qu'elles reposent sur des méthodes de mesure, d'échantillonnage très différentes. Donc, c'est encore difficile là, d'apporter une vision, je dirais, complète ou globale là, à partir de ces études-là. Mais si on regarde les études épidémiologiques, pour l'instant, on n'a pas encore de données là, qui nous permettent de changer les résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Mais bien sûr, ça va être à suivre dans les prochains mois, assurément. Oui. Merci. Il reste 5 minutes, puis je dois laisser quelques minutes à Marie-Pascale à la toute fin. On va passer à d'autres questions. Il y aura probablement des possibilités de répondre, que vos questions soient gardées, puis qu'il y ait une trace, des réponses qui vous soient rendues accessibles. Une autre question, attendez, considérant, merci. Alors, avez-vous aussi évalué l'innocuité des mesures, entre autres pour le couvre-visage? Des études ont été faites avec N95 et masques chirurgicaux et celles-ci montrent que ces mesures sont sécuritaires pour un port prolongé. Par contre, ce qui est du couvre-visage, il n'y a pas de norme de fabrication. Est-il sécuritaire de porter une telle mesure barrière de façon prolongée? Je ne sais pas si quelqu'un veut se prononcer là-dessus. Je peux peut-être commencer. En fait, nous, on regardait, on s'intéressait vraiment à l'efficacité de la méthode et c'est vraiment là-dessus qu'était notre question de recherche. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a monté notre recherche documentaire, qu'on vous a présenté les résultats. Donc, c'était pas tant sur l'innocuité ou la sécurité, ouais, c'est ça, la sécurité, mais bien sur l'efficacité d'abord et avant tout. Donc oui, ça va être important, intéressant d'avoir ce type d'études-là. Pour ce qui est de la normalisation, il y a des travaux en cours présentement auxquels collaborent l'INSPQ, l'IRSST, le Bureau de normalisation du Québec et la CNSST pour arriver à déterminer un certain nombre de critères pour permettre d'avoir des couvre-visages, des masques là, qui répondent vraiment à des standards de qualité et en termes qui pourraient avoir une protection qui se rapproche de ce qu'on voit avec les masques de qualité médicale. Un peu comme on voit en France d'ailleurs pour les couvre-visages, où il y a une certification ou une attestation plutôt qui peut être faite. On tend vers ça. On va prendre une toute dernière question, puis ensuite je vais passer la parole à Marie-Pascale. Considérant le manque d'études à notre disposition, est-il prévu au Québec d'élaborer des projets de recherche pour répondre à nos questions? Excuse-moi, Mylène, est-ce que tu pourrais juste répéter? Je pense que je lisais, j'essayais de voir la question en même temps, puis je n'étais pas au bon endroit, donc j'ai mal capté. Considérant le manque d'études à notre disposition, est-il prévu au Québec d'élaborer des projets de recherche pour répondre à nos questions? Enfin, ça... en fait, oui, ça va prendre d'autres études, là, puis j'ose espérer que là, on commence à diffuser de plus en plus nos résultats. Donc, l'objectif, c'est aussi d'orienter les prochains projets de recherche, bien entendu. Peut-être vous dire un mot qu'actuellement, l'INSPQ travaille un autre groupe scientifique est en train d'étudier les modes de transmission de la COVID-19, des données les plus à jour possibles, pour la question d'avoir des projets de recherche sur l'efficacité ou essayer de faire des études comme celles qu'on vous a présentées en sol québécois. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Je n'ai pas eu vent récemment d'un groupe qui se penche là-dessus, mais je pense que oui, ce serait intéressant que des universitaires, outre l'INSPQ et d'autres instituts, d'autres organisations puissent tirer profit de nos résultats pour développer des futurs projets
projets de recherche là, qui seraient vraiment porteurs. Je peux me permettre une question courte à Véronique Derry, Dr. Derry. Justement, peut-être en rapport avec cette question-là, le comité sur lequel siégeaient des gens de plusieurs horizons, je me demandais, est-ce que vous avez eu l'impression, avec le recul, que la démarche a eu un impact sur eux, leur pratique, et peut-être justement les chances que la recherche soit initiée? Est-ce que ça a stimulé, selon vous, certains éléments dans ce groupe? Excellente question. Il faudrait retourner les voir leur poser justement la question spécifiquement, est-ce qu'ils ont amorcé des travaux? Mais c'est clair que certains membres du comité d'interprétation des données faisaient de la recherche déjà dans le domaine. Alors, est-ce qu'ils ont été amenés à conduire une recherche plus en lien avec les résultats de cette revue systématique? On ne le sait pas. On pourrait faire une petite relance et voir. Ce serait vraiment intéressant par contre, là, mais on n'a pas ces données-là. OK, merci. Alors, 14h30, je vais passer la parole à Marie-Pascale. Et je remercie évidemment moi, toute l'équipe ici pour cette présentation, mais je laisse le mot de la fin à Marie-Pascale. Bien, le mot de la fin, en fait, merci aux présentateurs. Évidemment, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé sur le dossier pour nous permettre vraiment de produire en temps record l'ensemble de ce matériel. Moi, j'ai quand même regardé toutes les questions que vous avez posées. Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs, même intéressantes, auxquelles ça aurait été intéressant de répondre. On verra peut-être à ramasser l'ensemble de ces questions puis faire peut-être des réponses courtes. J'ai mis dans le chat que autant le programme que la présentation sera disponible. On a un pépin avec notre aspect technique de déposer des documents, donc ça vous sera partagé par courriel. Je vous remercie d'avoir été patient. C'est quand même du matériel costaud. C'est le type de présentation où il faut garder vraiment un focus, être bien concentré. Alors, merci aux auditeurs d'avoir été attentifs jusqu'au bout. Alors, on vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre. Vous recevrez via les coordonnateurs de la TCNSAT et via la TCNMI les prochains sujets. On est en train de travailler sur une belle programmation. Il y a des beaux sujets qui s'en viennent. Alors, je vous invite à la prochaine rencontre. Merci. Merci à tous. Je peux juste me permettre un petit mot sur, oui. Vous allez recevoir le lien pour l'évaluation qui va mener vers la possibilité d'avoir une attestation ou les crédits de formation continue. Et j'aimerais en profiter pour remercier Aurel Liberto Mazzalla qui nous a accompagnés au point de vue technique de sa patience et de son beau travail. Alors, merci à tout le monde. Je vous salue. Au revoir. Merci Mylène, l'animatrice super formidable qui nous rappelle aussi de compléter le formulaire d'évaluation. C'est toujours précieux. Tout à fait.